Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live où il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire parce qu'évidemment on sort d'un week-end de course qu'on a pu suivre en partie le samedi. Un week-end de course où on a eu un vainqueur, un nouveau vainqueur français. Et ça fait énormément plaisir évidemment. Et puis il y a aussi une annonce qui vient de tomber là il y a 4 minutes. On espérait une autre annonce pour Dorian Pain, c'est quand même une annonce assez intéressante. Dorian Pain vient d'être annoncé en tant que pilote de développement de Mercedes F1. On y reviendra. Normalement, ça devrait être couplé à un programme en LMP2, un programme de course en LMP2. Bon, on y reviendra. En tout cas, il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine. Il y a Prema, l'équipe mythique qui fonce dans le mur. Il y a Bon, voilà, ça part. Il y a plein de choses. Il y a aussi la Formule régionale Moyen-Orient, dont on va évoquer la nouvelle voiture qui a été introduite le week-end dernier, qui a eu des débuts un petit peu compliqués, on va dire, mais tout n'est pas si noir en prenant du recul. Voilà, j'ai eu quelques commentaires aussi de la part de Tatus. On a pu un petit peu parler de cette voiture et du reste de la saison avec eux. Donc bref, il va y avoir plein de choses à dire. Le karting qui redémarre aussi, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande aussi, Freddy Slater qui est un petit peu dans le dur, bref. Et bien écoutez, sans plus tarder, voilà, comme d'habitude le diapo s'affiche pas du premier coup, ça c'est classique. Voilà, non, voilà. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, plus embêtant. En tout cas, salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, super. Super! Trop cool. Pourquoi ça s'affiche pas? Alors attendez, petit interlude technique. Manu Max qui regarde le live et qui va sub quand on parlera de Andy. Vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter, sur Insta, mais oui, on a bien Andy qui a été félicité par le président de la République, Emmanuel Macron. Donc a priori, visiblement, Macron est un grand fan d'Andy Consani et donc du coup, peut-être qu'il passe sur les lives, hein. Peut-être qu'il passe sur les lives et qui suit toute l'actualité de la F4 Emirati. Si c'est le cas, Manu, faut que tu ramènes le Grand Prix de France. Si c'est le cas, faut que tu supprimes la quatrième année d'internat pour les médecins généralistes, qui fait qu'il y aura un an sans aucun nouveau médecin généraliste sur le pays. Voilà, je place ça comme ça, hein. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, il y a une année entière où il n'y aura aucun nouveau médecin généraliste sur le pays. Merci. Manu, mais voilà, tout est pardonné évidemment, car c'est un fan d'Andy Consani. Tout est pardonné. Non. Écoutez, après ce petit interlude, voilà, on va parler. Et lâche ton sub, Manu, exactement. Là, ça compensera pas tout ce que je perds avec la quatrième année d'internat, mais au moins, je pourrais me payer un café, ça sera cool. Euh, Bref, assez pour l'interlude politique, on va dire. Voilà, beaucoup de choses à évoquer et on va commencer sans plus tarder. Oh, attendez, je fais quand même un petit tweet. Je fais quand même un petit tweet pour l'annonce qui vient de tomber à l'instant. On va directement en parler. Merci beaucoup Antoine Laborde pour le follow. On va directement en parler. Voilà. Hop, Dorian Pain. Alors, vous voyez, j'avais prévu une petite diapo sur l'annonce qui vient de tomber il y a quelques minutes. Dorian Pain, retour en LMP2, puisque c'est ce que Endurance Info, le média très sérieux, avait évoqué et évoque toujours, hein. Dorian Pain devrait rejoindre le team Duquesne, donc équipe française, possiblement en partenariat avec RS Grand Prix, l'équipe de monoplace qui est aussi engagée en endurance depuis quelques temps qu'on connaît bien. Donc ce serait pour rejoindre l'équipage de la numéro 30, où il y a notamment Richard Verschoor qui a déjà été annoncé. Et bah du coup c'est pas l'annonce, c'est pas l'annonce de ce soir. Voilà, donc Dorian Pain qui rejoint Mercedes en tant que pilote de développement. Vous voyez que je l'avais déjà un petit peu prévu. Bon, j'espérais un programme de course en plus, mais visiblement on devra patienter un petit peu. Donc attendez, je fais mon petit tweet de mon côté. Mais évidemment, voilà, j'espère que ça prendra pas trop de temps non plus, et il faut de toute façon qu'elle roule à côté. C'est très bien de faire partie d'une équipe de Formule 1, mais voilà, euh, il faut rouler à côté, puisque c'est pas en tant que pilote de développement qu'elle va avoir toute une carrière, c'est très bien, elle va avoir du simulateur, peut-être quelques tests en F1, sur des F1 il y a moins de 2 ans probablement, sur des anciennes F1, peut-être un test même sur une F1 actuelle, on ne sait pas.
Mais voilà, ça sera plus un rôle de l'ombre. Pilote de développement, ça veut bien dire pilote de développement, pas pilote d'essai, petite nuance, ni même pilote de réserve. De toute façon, elle n'a pas la super licence. Donc, si Russell ou Antonelli est blessé, ne vous attendez pas à ce que Dorian Pain remplace l'un des deux titulaires. Euh, je fais le tweet en même temps, donc je peux pas faire deux choses à la fois, car je suis un homme, mais excellente nouvelle. Euh, hop, promis, je fais vite, et après on se lance vraiment. Hop. Sans doute que le programme en plus que tu imaginais justement devait être chez Iron Dams et du coup il n'est pas là. Non, 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 enfin voilà, c'est pas mes infos déjà, c'est pas mes infos, c'est celle d'Endurance Info, il faut rendre à César ce qui appartient à César et enfin voilà, c'est des infos qui datent d'hier. Euh, c'est des infos qui datent d'hier, donc normalement ils sont assez fiables et enfin voilà c'est le média le plus calé en endurance. Donc non c'est pas en lien avec Iron Dames, je sais pas comment on le dit. Hop voilà. Donc hop, tout sélectionné, hop hop, voilà, tweet envoyé. Non, je joue pas au jeu F1 Fantasy. J'avoue que il y a une époque, je jouais au jeu F1 Play, à l'application F1 Play, mais ça s'est arrêté. C'est un peu dommage. Par qui elle est managée maintenant? Bah écoute, vu qu'elle est Iron Dame, je sais pas exactement ce que ça représente aujourd'hui. Je sais plus trop ce que ça représente aujourd'hui, mais elle est toujours dans le giron Mercedes. Donc Toto Wolff apprécie énormément Dorian. On peut imaginer qu'elle a rejoint le management de Mercedes, le management en tout cas de Toto Wolff. Euh, bon, voilà. Donc, ouais, voilà. Iron Dam maintenant n'a plus vraiment. Enfin, c'est en lien avec les problèmes financiers qu'a Prema actuellement, parce que c'est les mêmes propriétaires. Iron Dam actuellement ne représente plus vraiment beaucoup grand-chose. C'est une marque, certes, mais ce n'est plus vraiment un sponsor, en tout cas qui n'apporte plus vraiment d'argent, puisque la propriétaire n'a plus de thunes, ce qui rend, ce qui est problématique. Donc voilà, Dorian Pain passe pilote de développement, c'est très bien, c'est un rôle de pilote de l'ombre, enfin c'est un rôle de l'ombre on va dire, un peu comme, bah, c'est d'ailleurs le même rôle que va occuper Victor Martins chez Williams. Ça permet d'avoir un pied en F1 et de développer une carrière ailleurs. D'ailleurs, Victor Martins roulera chez Alpine en hypercar cette saison. On l'avait évoqué lors du live précédent. Dorian Pain, normalement, est plutôt attendu du côté de Duquesne en LMP2 avec l'objectif hypercar en 2027. Mais on peut imaginer, vu qu'elle reste avec Mercedes F1, qu'il peut y avoir potentiellement une place chez elle pour Mercedes, chez Mercedes en hypercar à l'avenir. Maintenant, c'est hypothétique et quelque part, on pourra dire que oui, Dorian repart de là où elle était il y a 2 ans, maintenant presque trois, enfin en tout cas saison 2023, elle était en LMP2, donc elle revient un petit peu à la case départ. Est-ce que les 2 années en F1 Academy, du coup, n'ont servi à rien? J'ai pas envie de dire ça, car voilà, elle est allée en F1 Academy, c'était pour toucher son rêve de F1, c'était pour, voilà, pour potentiellement démarrer une carrière monoplace et grimper les échelons. Les choses ont fait que ça n'a pas marché, notamment du côté de la Freca. Mais voilà, si elle n'avait pas tenté sa chance en F1 Academy, en tout cas pas tenté sa chance en monoplace tout court, elle s'en serait voulu à vie d'être passée à côté de cette opportunité. Au final, elle est championne de F1 Academy. La Freca, ça s'est pas bien passé, mais la voilà avec un rôle de pilote de développement chez Mercedes en F1. Elle, elle touche du doigt son rêve et à côté, elle aura probablement une carrière professionnelle à côté. Enfin voilà, je ne vois pas de raison pourquoi elle ne serait pas performante en endurance à côté comme elle l'a été avant son passage en monoplace. Donc pour moi, c'est tout bénef. Évidemment, elle n'est pas pilote titulaire en F1. Elle ne sera, hormis retournement de situation complètement fou, elle ne le sera jamais. Mais elle est pilote de développement F1. Enfin, c'est déjà un truc de fou. Évidemment, si on part avec, enfin, on ne peut pas avoir pour attente pour tous les pilotes qu'ils soient pilotes titulaires en F1 quand on voit que même un talent comme Victor Martin, salut Andy, t'en fais pas, on va bientôt parler de toi, on va bientôt parler de toi et de ton meilleur fan Manu. Euh, donc voilà, on peut pas attendre de tous les pilotes qu'ils soient pilotes titulaires en F1, être déjà
pilote de développement, avoir déjà un rôle dans une équipe de F1, en plus aussi prestigieuse que Mercedes, et avoir une carrière pro à côté, enfin, c'est exceptionnel, c'est déjà exceptionnel, et donc, euh, et donc voilà. Euh... Andy plus célèbre que Trump. Bah écoutez, alors je sais pas, si Andy est là dans le chat, est-ce qu'on passe directement à l'UAE4? On peut faire, ça me dérange pas de faire un live complètement dans le désordre, hein. On peut faire un live complètement dans le désordre au fur et à mesure des invités, hein. Euh, Il y a des champions en F2 qui vont même pas en F1, donc vraiment déjà un poste de pilote de développement pour elle c'est super. Donc carrément. Enfin, mais carrément. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, et à côté, il y aura sa carrière pro à côté. Voilà, c'est super. Évidemment, elle ne sera pas pilote titulaire en F1, mais c'est déjà très très bien. Bon, écoutez, avant, on va aussi parler de l'actualité de la semaine, la grosse actualité aussi de la journée, qui est un petit peu à la suite de ce qui s'est passé, je crois, mercredi ou jeudi dernier. C'est que la famille Rossine est sortie, a démissionné de Préma. Et là, on a eu aujourd'hui l'annonce, Guillaume Capietto démissionne également de Préma. Globalement, Préma fonce dans le mur. C'est, franchement, je trouve, c'est Macron, il a viré le board de Préma pour que Andy gagne contre Van der Ref. Bonne strat ça Manu. Non, franchement franchement c'est flippant la direction que prend Préma, et je commence sérieusement à être inquiet. Très honnêtement, j'ai toujours été assez optimiste là. Enfin, sur la fin d'année, il y avait pas mal de rumeurs sur les ennuis financiers de Deborah Mayer et de Claudio Schiavone, qui sont les propriétaires d'Iron Lynx, Iron Dams, mais aussi de Prema. J'avais toujours été assez optimiste en me disant que ça allait impacter probablement l'IndyCar, pas tant l'Europe, etc. Que Prema s'en remettrait, et qu'il y avait même un retour en force de Prema quand Guillaume Capietto est revenu aux affaires en F3, et que comme par hasard à ce moment-là, Prema F3 est commencé à redevenir l'une des meilleures équipes en toute fin de saison. Je me suis dit, notamment pour Enzo Dellini qui les rejoindra, enfin qui les a déjà rejoints, je me suis dit, Prema c'est la bonne pioche, il y a vraiment un truc à les jouer, ils sont sur la pente ascendante. Là, t'as les Rossines qui partent. Alors, vous voyez la gueule de la première image sur le diapo. Prema, c'est une équipe fondée par Angelo Rossini en 1983. Enfin, pour une équipe de formule de promotion, c'est une longévité exceptionnelle. Donc voilà, 1983, et puis Prema, ça reste l'équipe de formule de promotion la plus connue, celle avec le plus de succès. J'ai pas de stats exactes, mais voilà, le nombre de titres qu'ils ont empilé, le nombre de pilotes de F1 qui sont passés par là, c'est la famille Rossini avant tout. La famille Rossini est complètement partie. C'était René Rossini qui avait pris, le fils, donc qui avait pris les affaires. Il est parti. Sa femme Angelina Herzog aussi, qui s'occupait pas mal de la communication. Et puis là, surtout, on a Guillaume Capietto. J'ai envie de dire, c'est peut-être limite plus préoccupant, je sais pas, mais enfin voilà, c'était le directeur technique depuis 2015. Oui, ils ont perdu plein d'ingénieurs récemment aussi, mais voilà, enfin là en plus c'était les Rossini et Capietto, c'était les têtes pensantes de Prema au niveau de la piste depuis si longtemps. Et c'est un symbole. Là, il n'y a plus personne chez Prema. C'est un bateau abandonné qui dérive sans capitaine. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas ce que font les propriétaires. Il n'y a toujours aucune communication. Vous savez, c'est la même communication qu'Iron Dams, donc c'est toujours extrêmement flou. Ou alors c'est des choses complètement déconnectées de la réalité, avec des posts faits par intelligence artificielle, dénués de toute saveur, enfin, ouais, complètement déconnectés de la réalité. Euh, voilà, je suis inquiet. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi, s'ils ont vraiment plus un rond, comme on a l'air de, enfin, comme on l'entend ça et là, pourquoi ils vendent pas? Et surtout, s'ils tardent à vraiment vendre, là, après-ma, ils sont en train de perdre vraiment de la valeur. Donc, ils vont en retirer de moins en moins d'argent au fil du temps, et je comprends pas.
Ouais, je comprends pas. Donc il y a des petites rumeurs il y a plein de rumeurs de potentiels acheteurs, hein. Il y a énormément d'équipes qui seraient intéressées pour acheter Prema, mais pour le moment, il n'y a rien de fait, ou alors c'est des parts minoritaires, mais pour le moment, c'est toujours le duo Mayer-Schiavone qui est à la tête, et c'est inquiétant, ça va dans le mur. Et quand tu vois le post LinkedIn de Guillaume Capietto qui annonce sa démission, c'est inquiétant, et tu sens qu'il est vraiment inquiet pour Prema, quoi. On pourra acheter Prema pour 1 euro symbolique et la renommer Percy Racing. Et comme ça, on met Evan en F3. Bien vu. Euh, oui, d'ailleurs, oui, pour rebondir, James Wharton, qui sera pilote Prema en F3, enfin, Prema, sous quelle entité, sous quel nom, sous quel. Enfin, je sais pas, ça a l'air vraiment de plus en plus obscur. Euh, mais oui, il ne sera pas ce week-end en Formule Régionale Océanie parce qu'il roule en F3. Il roule sur des tests privés en F3. Si ça peut vous rassurer, Schiavone est en train de vendre sa collection personnelle de caisses de luxe. Oui, c'est bien, Deborah Mayer a fait pareil, hein. Enfin, c'est peut-être la même du coup, mais c'est inquiétant. C'est franchement inquiétant pour Prema, et voilà, c'est un grand nom, c'est le plus grand nom des formules de promotion, même si voilà, il y a d'autres équipes mythiques, hein, ART, Van Amersfoort, euh, même dans un petit peu moins, mais enfin voilà, des autres équipes style Race, style MP, etc. Mais Prema, c'est voilà, l'équipe la plus mythique, et là, ça commence à devenir sérieusement inquiétant, quoi. Donc voilà, on espère que la situation va s'arranger, qu'il y aura peut-être des nouveaux acheteurs, et que surtout ça va pas impacter les pilotes, notamment notre Français qui est engagé dans ce beau bordel, Enzo Dellini, euh, et que voilà, Prema va reprendre sa marche en avant, peut-être pas en F4, hein, en F4, le downfall de Prema, il n'y a pas de souci, puisque ça permettrait à un pilote français d'une équipe française de potentiellement gagner le championnat. On va y revenir sur la F4 Emirati. Mais voilà, enfin, évidemment c'est pour la boutade, mais c'est pas super super rassurant. Euh, Parmi les autres actualités de la semaine, on peut évoquer, tu regardes leur line-up dans tous les championnats actuellement, contrairement à il y a quelques années, c'est terrible. C'est dramatique, enfin, même sur des line-up assez intéressants comme de la F4, enfin, ils sont loin de ce qu'ils avaient pu avoir il y a quelques années. Alors qu'en F4, il reste l'équipe de référence, mais il y a tellement de pilotes payants, de pilotes. Bon, ils avaient déjà des pilotes payants, mais les pilotes qu'on voyait tous en favoris au titre. Là, maintenant, c'est de plus en plus compliqué, la situation au sein de chez Prema, quoi. Parmi les autres actualités de la semaine, on note que Luke Browning a été officiellement intronisé en tant que pilote réserviste chez Williams. Donc voilà, pour refaire le lien avec le cas Dorian Pain, il est pilote de développement. Victor Martins, il est pilote d'essai et de développement chez Williams. Donc on devrait le voir dans des F1, peut-être d'anciennes F1, etc. Mais ce sera principalement un rôle au simulateur. Et Luke Browning, il sera pilote de réserve. Donc ça sera lui qui va faire les FP1, les séances d'essai libre 1, à la place des titulaires. Et ça sera lui qu'on appellera si Albon ou Sainz a un souci. Bon, l'appendice c'est déjà fait. Mais voilà, Luke Browning est officiellement réserviste et il aura un programme en Super Formula à côté. Donc c'est très 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 intéressant. Et voilà, Williams croit beaucoup en lui, et potentiellement il peut mettre la pression à un perdant du duo Albon-Sainz. Quand on voit Albon qui a complètement perdu pied en fin d'année dernière, va falloir qu'il se réveille. Voilà, maintenant, quelle sera la performance de Williams en 2026 avec ses nouvelles voitures, c'est toujours difficile à savoir. Dans quelle position sera Williams? Est-ce que Williams, quelque part pour Luke Browning, faudrait pas que Williams soit trop trop forte, soit trop intéressante, puisque peut-être que peut-être qu'il faudrait que voilà, peut-être qu'il serait intéressé par prendre d'autres pilotes, par prendre des pilotes plus expérimentés. Enfin, ça paraît complètement saugrenu dit comme ça, mais voilà, je sais pas. Imaginons il y a des Leclerc, il y a des Piastri libres, et imaginons Williams joue le titre parce qu'ils ont un moteur Mercedes cheaté. Voilà, c'est très dur de prévoir le marché des transferts tant qu'on n'a pas vu les performances des Formule 1. Il y a un monde avec Browning en F1 de manière réaliste? Ouais, carrément. Imaginons Williams c'est genre cinquième, sixième du constructeur. Imaginons Sainz tape Albon. Franchement, le timing est bon. Maintenant, voilà, si Williams est trop forte, je pense qu'il mettrait
qui prendrait plutôt un top pilote à côté de Sainz. Voilà. Pour moi, il est un peu juste. Je suis d'accord, mais après, Williams a déjà donné sa chance à Colapinto, alors que on s'y attendait pas vraiment, et Browning a montré beaucoup plus de choses que Colapinto en formule de promotion, même si voilà, Colapinto est pour moi très très sous-coté, voilà, pour moi il est très très sous-coté. Merci beaucoup Sotoka 82700 pour le follow. Maintenant, je suis d'accord que c'est pas le Browning, c'est pas le pilote le plus indiscutable en F1. Il devra faire ses preuves. Donc voilà, c'est pour ça, si c'est un top team, Williams, compliqué. Tu te couches pas tard ce soir. Bah, c'est vrai que Andy, il est déjà 21h54, hein, faut faire dodo, hein. Faut faire dodo. Bon après, attends, on est mercredi. Non, ça roule pas demain, je crois. Attends, je sais plus. Non, je crois que ça roule que vendredi. Ça roule que vendredi, je crois. Et si Albon est nul et que Browning est nul, il y a un monde avec Martin sans F1. Non, faut arrêter. Non, faut arrêter. Non, non, non. Martin, s'il est certes quatrième pilote, mais enfin, voilà, il va avoir un rôle de l'ombre, on va dire. J'attends ma commande Uber Eats. Il va avoir un rôle de l'ombre, Victor. Voilà, et sa carrière, elle est lancée en hypercar et grand bien lui en face quoi. Merci beaucoup Ted McCall pour le follow. Parmi les autres actualités, on a Andrea Kimi Antonelli qui a déjà lancé sa saison en karting. Il a fait les tests de pré-saison de la WSK. La WSK c'est le plus gros promoteur de championnat. De championnat de karting, derrière les championnats FIA bien évidemment. Et bah lui, Antonelli s'est invité sur cette pré-saison au calme. Donc voilà, grand bien lui en face. Il a fait le deuxième meilleur temps de la journée en catégorie KZ2 derrière le champion du monde en titre. Voilà, petite rentrée, évidemment c'était la star du paddock, et évidemment il ne fera pas le week-end de course qui arrive là ce week-end, parce que bah, évidemment il est attendu à Barcelone dès lundi pour les premiers essais de pré-saison. Il y a aussi voilà, d'autres pilotes qui ont été annoncés du côté de la F4, des pilotes très intéressants, des jeunes pilotes F1. Ethan Jeff Hall, jeune pilote Mercedes, qui va redoubler en Formule 4 pour une deuxième saison de F4 britannique avec Argenti. Il avait été cinquième l'an passé, donc la grosse pression. Il va devoir faire forcément mieux, il va devoir forcément jouer le titre, voire même peut-être le gagner. Et avec Argenti, c'est pas évident, c'est pas forcément un cadeau que Mercedes, ou en tout cas, c'est pas forcément un cadeau d'être chez Argenti. Argenti, ça quitte le GB3, alors j'ai pas forcément d'infos à ce sujet, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me prononce pas parce que j'ai pas d'infos à ce sujet. Rocco Coronel qui a été confirmé chez MP Motorsport en F4 Espagne, et il fera aussi la Formula Winter Series dès ce week-end, le jeune pilote Red Bull avec Van Amersfoort pour les 3 premiers week-ends. Thomas Berman en F4 italienne, oui, enfin Thomas Berman en dehors, enfin voilà, c'est le petit frère d'Oli Berman, mais sinon, voilà. C'est pas grand chose de plus à ajouter sur lui. C'est pas un mauvais pilote, mais voilà, s'il n'est pas dans une filière de F1, c'est pour certaines raisons. Pour le moment, il n'a pas brillé. Peut-être qu'il va briller cette année, mais pour le moment, il a montré assez peu de choses. Ouais, c'est vrai que Prema est aussi en GB3 en Eurocup 3 et ils soutiennent deux équipes, enfin Argenti en GB3 et Palou Motorsport en Eurocup 3. Je sais, ouais. Encore une fois, grand flou artistique hein, concernant Prema. Prema qu'on a déjà évoqué, Dorian Pain qu'on a déjà évoqué un petit peu plus tôt sur le live. Et puis écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer un petit peu le débrief de ce week-end et commencer la formule régionale Moyenne-Orient. Évidemment, il y avait beaucoup de hype, en tout cas me concernant, il y avait beaucoup de hype concernant ce championnat parce que c'était le début des nouvelles voitures. C'est Tatus T326, moteur Toyota, pneu Pirelli. Évidemment, c'était très attendu. C'était très attendu. Et si vous voulez, vous pouvez vous remater le live qu'on avait fait, qui est disponible en diffusion sur YouTube, de la course 1, la première course de l'histoire de cette voiture. Ah bah on est tombé de haut. On est tombé de vachement haut. Hein. C'était très honnêtement l'une des courses les plus ennuyeuses que j'ai pu regarder, voire même, enfin ouais, commenter, vivre. Enfin, waouh. C'était
Nul, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. On va en reparler de la Tatus T326. En attendant, on fait quand même un petit coup d'œil sur le classement du championnat. C'est le local et favori pour moi, hein. C'est celui que j'avais pronostiqué en tant que champion. On verra si l'avenir me donne raison. Mais Rachid Al-Dairi pour Race qui est en tête du championnat après sa victoire en course 3. Il devance Christian Ho, le pilote F3 qui manquera la finale à cause du clash avec les essais de pré-saison de F3. On a Alexander Abkazava qui a créé la surprise en remportant la première course de l'histoire avec cette voiture deuxième génération. Maximilian Popov, Alex Powell, très très bon Alex Powell aussi. Popov aussi d'ailleurs. Assez inattendu, surtout pour Popov de le voir aussi haut. Kin Nakamura Berta, l'un des autres grands favoris, champion de F4 italien en titre, est seulement 6ème. Un petit peu compliqué, surtout qu'il a fait une grossière erreur en course 2. Où il a notamment percuté Alex Powell, 7ème Alex Ninovic, Miguel Costa 8, parce que ça c'est fou. Ça c'est fou, hein. Enfin, qu'il ait gardé son podium alors qu'il a foutu Kato, il a failli envoyer Kato à l'hôpital. Bref, Kabir Anourag est 9ème devant Salimana. On a Taito Kato qui a dû manquer la course 3. Il n'était pas blessé après son crash avec Miguel Costa. Il n'était pas blessé, mais il n'a pas reçu le feu vert du centre médical. Zenruishi est 12ème devant Macedo, Kostic, Severyukin, Maxime Remgerard chez Yuki Sano. Et à la porte des points, on retrouve Dion Gauda et surtout Andrea Dupé, notre Français qui n'est pas passé loin des points, pourtant malgré des qualifications un petit peu compliqué, 3 courses où il a été assez propre, assez appliqué, et c'est vraiment pas passé loin pour aller accrocher un petit point. D'ailleurs, je viens de remarquer Cap Casava avait été très bon en Fremec en 2023 lors des 2 premières courses. Marrant que ça se reproduise cette année. Bah, écoute, il a peut-être un feeling particulier avec les circuits émiratis, je ne sais pas. Voilà, d'ailleurs, en descendant dans le classement, on remarque quelques petits flops, style Prezirovski. Weldon, bon, on lui pardonne vu qu'il a eu un problème mécanique en qualification. Et malheureusement, on ne voit pas Jules Roussel dans ce classement qui doit être 27 ou 28e. Là aussi, problème mécanique, problème moteur, manque d'huile dans le moteur durant les séances de qualification. Et il n'a pas pu remonter. Donc voilà, la question, elle est simple. La Tatus T326 est-elle un gigantesque flop? On est obligé de se poser la question, puisque forcément, dans le feu de l'action samedi, on se disait, mais quelle catastrophe, on ne peut pas doubler avec ces voitures. On a eu des crashs, des gros crashs, des drapeaux rouges, des départs dangereux, où on a 4-5 voitures qui calent par départ, et des courses surtout complètement soporifiques. Voilà, donc maintenant, j'ai pu un peu prendre de recul, voir un petit peu les côtés positifs, car il y en a quand même. J'ai aussi pu discuter avec les personnes de chez Tatus. Mais voilà, pour doubler sans push to pass, c'est atroce. C'est une catastrophe. On peut aussi évoquer le fait, il y avait des gens qui l'avaient évoqué sur le live, que peut-être que vu que c'est des nouvelles voitures, les gens poussent pas trop et font pas trop de manœuvres parce que ça pourrait finir en crash. Bon, on a vu qu'ils se sont débridés en course 2, course 3 et qu'il y a eu beaucoup de crash. Les courses 2 et 3 n'étaient pas si mauvaises côté dépassement en étant honnête. Une fois sur deux, ça finissait en crash quand même, hein. Mais c'était pas aussi catastrophique que la course 1, je l'accorde. Donc, franchement, mais en grande partie, on a eu beaucoup de. Comment dire? Le classement de la fin du premier tour était très proche, en dehors des crashs, était très proche de celui de l'arrivée, un petit peu comme en F1. On a des formules régionales magnifiques, on a des voitures magnifiques, certes, elles sont superbes ces voitures, mais ça ne dépasse pas 100 push to pass. Ce que j'ai gratté comme information, c'est que le push to pass est attendu en FREC et que pourquoi on ne l'a pas eu cet hiver en Formule régionale Moyen-Orient? Eh bien, Tatus le voulait, Toyota le voulait, qui fait les moteurs. On a aussi la Formule régionale Moyen-Orient qui le voulait, mais la FIA ne le voulait pas pour le moment parce que tout n'était pas prêt selon eux, etc. Patati patata. Il y aura le push to pass en Formule régionale européenne, donc c'est positif. Surtout quand on voit en Nouvelle-Zélande avec l'ancienne voiture, ce que donnent les courses avec le push to pass, c'est génial. Enfin, franchement, branchez-vous Formule Régionale Océanie parce que c'est un championnat de fou furieux. Il y a des dépassements de partout, etc. Alors que c'est avec les voitures d'ancienne génération qui ont été tant décriées par le passé. Aussi, ce qu'on peut noter, c'est qu'à Yas Marina, il y a aussi assez peu de gestion pneumatique. Ça va être intéressant sur des circuits comme Losail, qui va clôturer le championnat au Moyen-Orient.
de voir, je pense, normalement, il devrait y avoir pas mal de différences et potentiellement pas mal de dépassements selon l'état de pneumatique de chaque pilote. Ça, c'est pour le côté dépassement, et voilà, ce côté dépassement, j'espère qu'il sera en grande partie réglé avec le push-to-pass. Il y avait aussi, on pouvait s'y attendre, d'ailleurs j'en ai parlé là dans ce, oui on le voit, oui dans ce auto-hebdo là. Euh, 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 ouais, les deux pilotes que j'attendais le plus ne roulent pas, RS et ART ont du sang sur les mains. De toute façon, on sait, enfin voilà, je pense que les deux pilotes que tu attendais le plus, c'est bien évidemment Emanuele Olivieri chez RS et Alex Munoz chez ART. Emanuele Olivieri fera les deux derniers meetings, je crois que ça a été annoncé officiellement, je crois. Et pour ART, euh, voilà, bah, Alex Munoz ne roulera pas, hein, il nous l'a dit jeudi, il nous l'a dit jeudi dernier globalement en live, n'hésitez pas à retrouver la rediffusion sur YouTube. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pour des questions de budget, hein, de toute façon, qu'ils ne sont pas là. Mais voilà, Olivieri devrait être là, Munoz sera là, de toute façon, normalement, à l'avenir, sauf retournement de situation. On attendait beaucoup de problèmes de fiabilité, comme je le disais, voilà, dans l'auto-hebdo de la semaine précédente. Pourquoi il y a autant de pilotes de F3 qui sont partis en Nouvelle-Zélande et pas au Moyen-Orient? C'est tout simplement parce qu'ils voulaient une voiture fiable, une voiture qu'ils connaissent, qui a déjà beaucoup roulé, parce que bah, la voiture de nouvelle génération qui arrive, dont c'est la première course, il y a évidemment beaucoup de risques qu'elle casse. Et honnêtement, pour un premier week-end, il y a eu assez peu de problèmes de fiabilité. Malheureusement, il y a eu deux gros problèmes de fiabilité, j'ai envie de dire, avec Sébastien Weldon et Jules Roussel. Mais pour le reste, en course, il n'y a pas eu tant de soucis que ça. Il n'y a même pas eu beaucoup de soucis. Donc, c'est assez positif côté fiabilité. C'est déjà ça. De même, hein, autre côté positif qu'on peut trouver, et je sais que bah, c'est évidemment ce que recherche le plus la FIA, mais aussi les constructeurs de voitures, la voiture elle est sûre. On a eu avec l'ancienne voiture, il y avait beaucoup de critiques sur la voiture parce que le cockpit était a priori très étroit, qu'il y avait beaucoup de blessures au poignet, notamment le retour le retour du volant qui se faisait dans le poignet et ça provoquait des blessures, des fractures. Avec l'ancienne génération, là on a eu des très gros crashs, notamment sur les départs. Les départs, on va le réévoquer. On a eu des très gros crashs, mais aucune blessure. Donc c'est très bien, c'est très positif. Bon, les départs, justement, pourquoi il y a 4-5 voitures qui calent à chaque départ? Voilà, il y a quand même un gros souci là-dessus. Moi, ce que je me demande, alors, évidemment, tous les pilotes découvraient un petit peu les simulations, enfin, les procédures de départ sur le week-end, sur le tas, et bah, c'est pas super. Pourquoi il n'y a pas eu des séances d'essai dédiées aux simulations de départ? Parce que là, tous les pilotes ont découvert la voiture la semaine même, et bah, forcément, ils sont pas rodés, et puis bah, ils essayent de gagner le maximum au départ. Et voilà, l'embrayage est assez sensible. En Nouvelle-Zélande, pourtant avec une voiture déjà très ancienne, il y a une séance dédiée aux simulations de départ. Au Moyen-Orient, ils n'ont pas fait ça, alors que c'est là où il y en avait le plus besoin. On a eu un petit commentaire de Jules Roussel sur Auto Hebdo qui nous a dit ça à propos des départs justement, parce que évidemment ça a beaucoup fait parler. On ne cale pas si facilement si on le veut, mais pour démarrer vite, si l'on veut relâcher un peu plus vite l'embrayage, le calage est rapide. Ceux qui veulent jouer avec l'embrayage, ceux qui veulent plus jouer avec l'embrayage se font avoir. Quand j'ai essayé de relâcher plus vite avant un tour de formation, j'ai moi-même calé. Je dirais que c'est beaucoup plus sensible. Ce n'est pas une question d'expérience, c'est vraiment de la gestion. Je pense que ça peut encore arriver le week-end prochain. Voilà, déclaration de Jules Roussel que vous pourrez retrouver sur internet, sur autohebdo.fr. Donc voilà, déclaration intéressante, mais qui fait que bah, il faudrait des séances dédiées, enfin des simulations de départ en masse, j'ai envie de dire, pour que les pilotes puissent vraiment se roder à cette simulation de départ. Sinon, on va avoir des soucis comme on a eu, et on a de la chance, et heureusement que ces voitures sont très sûres. On va dire ça a été des crash tests grandeur nature, mais voilà, ça aurait dû être mieux préparé cette question des départs en Formule régionale Moyen-Orient avec cette nouvelle voiture. Et voilà. Euh,
C'est sûr que quand c'est Mechachrome qui fait pas les moteurs, ça marche mieux. Ouais, en tout cas, voilà, j'ai plusieurs pistes d'espoir. Maintenant, on verra. On verra aussi ce que donne le push to pass quand il arrivera en Europe en FREC. On verra aussi sur des pistes peut-être plus exigeantes côté pneumatique. Voilà. D'après ce que dit Jules, c'est surtout quand ils prennent des risques au départ que ça arrive. Ouais, c'est ça, mais évidemment que tu as envie de prendre des risques au départ. Enfin, surtout quand tu sais que ça va être difficile de doubler après, tu as envie de prendre encore plus de risques au départ, parce que tu te dis c'est le moment pour doubler. Donc voilà, je peux comprendre que plus de risques soient pris, et peut-être que aussi moins de risques seraient pris s'il y avait le push to pass. Bref, voilà, c'est des choses qui arriveront dans les prochains mois de toute façon, dès qu'on arrivera en Europe. Donc forcément, un petit peu dans tout ça, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser aux sportifs, voilà, de m'intéresser aux performances sportives. Dans tout ça, on a Rachid Aldairi qui est en tête du championnat. Vraiment grosse progression de Harris sur la semaine parce que aux essais de pré-saison, je me suis dit oula, oula, compliqué, ils sont pas là. Au final, ça a quand même bien progressé. Rachid Aldairi, bon, évidemment, on sait qu'il maîtrise ses circuits émiratis, il a été formé là-bas. Donc voilà, en tête du championnat, pour moi, c'est le favori. Il a l'équipe pour, il a le talent pour. Il n'a pas fait de boulettes. Il n'a pas fait de défense trop agressive, trop voilà, il n'en a pas trop fait. Donc évidemment, pour moi, c'est le favori pour le championnat au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont montrées en valeur. Il y a un peloton très très serré, mais on a vu voilà MP avec Ho et Abkazava qui ont gagné, Pinnacle avec Alex Powell, Trident avec Maximilian Popov, mais pas que, Rodin avec Ninovic et Sigurutun aussi, je crois, qui se sont montrés aux avant-postes, mais bon, qui ont enchaîné les calages, eux, de leur côté. ART et Prema qui ont montré pas mal de potentiel, mais bah, ce potentiel a franchement été peu exploité par les pilotes. Alors pour ART, on a l'excuse pour Taito Kato que il n'a pas pris part à la course 3 parce qu'il s'est fait tège par Miguel Costa assez violemment en course 2. Et chez Prema, ça partait très très bien les 7 pré-saisons et puis ça s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Il y a eu il y a eu les problèmes mécaniques pour Sébastien Weldon et Kin Nakamura Berta était un ton en dessous et a fait une erreur grossière en course 2 aussi, qui a emporté avec lui Alex Powell. Voilà. Ouais, Rodin c'était pas mal, juste faut que les pilotes apprennent à faire des départs, c'est ça, c'est ça. Donc je pense que ça peut être réglé. Pour moi, voilà, il n'y a aucune équipe qui est hors du coup. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que les 11 équipes, pardon, ont marqué des points, je crois. Donc forcément, les qualifs jouent un rôle encore plus prépondérant que d'habitude, car tout se joue au millième de seconde en qualif, et on sait que c'est encore plus difficile enfin c'est très difficile sans push to pass de doubler en course. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle déjà, il y a aucun gros écart, et donc du coup tout reste à faire, et c'est dans le camp est, enfin, la balle est dans le camp des pilotes, on va dire, et ils peuvent faire la différence. Et on a vu, même avec des petites équipes, certains pilotes aller jouer les points, comme voilà Artem Severyukin qui a fait des points avec G4, Andrea Dupé qui était pas loin. Voilà, même Jules Roussel, il a eu un problème mécanique en qualification, mais il pouvait jouer sans souci avec les ART, les Prema, les RS, en queue de peloton malheureusement à cause de sa position en qualif, mais quand même. Justement, bah, les Français, on va un petit peu en parler. Bon, les Bleus à la porte des points. Dupé a fini 11e de la course 2. Comme j'ai pu le dire, enfin voilà, il a fait des bonnes batailles en course, il y a eu des dépassements, parfois il se fait dépasser, mais enfin, pour moi c'était un bon premier week-end, il est dans le coup, propre, il n'y a pas, y a pas eu d'erreur. Maintenant, il faut qu'il trouve un petit peu le petit step au-dessus, notamment pour se rapprocher de Severyukin d'Artem Severyukin en rythme pur. Le top 27 était en moins d'une seconde pour la première qualif. Ça c'est des bonnes nouvelles, je trouve, puisque ça veut dire que c'est en grande partie le pilote qui va faire la différence, et c'est ce qu'on veut le plus possible. Pour Jules Roussel, bon, j'espère que, voilà, que ce week-end il sera laissé tranquille, on va dire, par la mécanique. C'était juste pas de chance, on va dire. Mais voilà, il y a eu sur les tests, surtout, on a vu une belle progression au fil des séances. Lui qui partait de zéro, il n'avait jamais roulé sur une monoplace en dehors d'une F4, donc c'est la première fois qu'il passait sur une monoplace de catégorie supérieure. Il y a des choses intéressantes. Maintenant, bah voilà, il faut être présent lors de la qualif et il faut qu'on le laisse tranquille, quoi. Il faut que la mécanique le laisse tranquille. Parmi les tops, voilà, Aldairi, MP Motorsport qui a 2 victoires, Popov, Powell,
les Rodin quand ils ne jouent pas trop avec l'embrayage, et les flops, Prema qui est complètement passé à côté, RPM aussi, que j'attendais un petit peu plus haut, et au final, bah, un petit peu anonyme, notamment Yann Prezirovski, qui est pour moi leur top pilote, et ça s'est pas trop vu ce week-end, et évidemment bah, le problème mécanique pour Roussel qui lui coûte très cher. Évidemment, maintenant, la partie qui intéresse tout le monde, parce que c'est celle qui a couronné un pilote français le week-end dernier, c'est l'UAE 4, la F4 Emirati. Macron, si t'es dans le chat, c'est le moment de te manifester, parce qu'on parle de ton chouchou, Andy Consani. Prema, ça peut être impacté en Fremec F4 UAE, parce que, avec ce qu'il se passe, je ne pense pas, puisque officiellement, ce n'est pas Prema qui est engagé dans ces championnats, c'est Mumbai Falcons. Maintenant, c'est Prema qui apporte ses ingénieurs, etc. Je ne pense pas que ça impacte directement les championnats hivernaux, très honnêtement. Donc voilà, vous voyez ce classement au championnat en UAE 4 avec Alexander Bondarev en tête du classement, le pilote Williams qui devance de 2 points seulement notre pépite française, notre Andy Consani national, le jeune pilote Mercedes de 15 ans qui est deuxième au championnat après sa première victoire en monoplace. On a ensuite Kenzo Craigie, autre jeune pilote Mercedes de chez RS, quand même beaucoup plus à distance, hein. On voit un duo qui s'est échappé en tête. Kenzo Craigie est troisième devant Émilie Coty, grosse surprise du week-end, mais la pilote féminine est quatrième, aussi pilote RS. On a Nicolo Macagnani qui est cinquième. Évidemment, on rappelle que le barème de points des championnats au Moyen-Orient fait la part belle aux pilotes de la course à grille inversée. C'est pour ça que Macagnani, qui n'a marqué aucun point lors des courses à grille standard, est cinquième au championnat, alors qu'il n'a fait qu'une course dans les points. Une course à grille inversée dans les points, une course à grille inversée qu'il a gagnée, mais la course à grille inversée donne autant de points que les autres courses, c'est assez stupide à mon sens. Mais Nicolo Macagnani est donc cinquième. On a Rowan Campbell-Pilling qui est sixième, Alp Aksoy est septième devant David Kosma, Christian Costoya, le champion d'Europe de karting, est neuvième, jeune pilote McLaren aussi. Zeng ensuite est dixième, Alazari, Scott Lindblom seulement 12e, mais en étant disqualifié des qualifications et en partant 38e à chaque course, sur les courses 1 et 3, c'est une grosse performance de la part du pilote suédois. Elia Weiss, qui a comme la surprise des qualifications, qui n'a pas confirmé en course, pilote Race aussi, qui est 13e. On a ensuite Al Sulaiti, Jacopo Martinez et Alba Urup Larsen, la pilote de F1 Academy, qui a fait une très belle surprise en marquant un point sur la course 3 et en faisant un week-end franchement solide. Il y a mon Uber Eats. Le gars va déguster son BK plus les compliments du Twitch Game. Non, la belle vie. Franchement, la belle vie. C'est vrai. Bon voilà, Andy, évidemment, c'est ta diapo, c'est ton moment. Forcément, on est extrêmement heureux déjà de cette première victoire, de ce premier podium qu'on avait commenté en live le samedi. Voilà, on a fait pas mal de tweets évidemment sur Andy, mais il n'avait pas roulé en F4 depuis octobre, contrairement à Bondarev, contrairement à Kenzo Craigie, qui débute en F4, pour qui c'est sa première saison en monoplace. Il y a mon. Attends qu'il revienne du coup. Ah mince, il y a mon Uber Eats en mode faut que j'aille le chercher. Vas-y. Soit. J'avais pas compris. D'ailleurs, tu m'as donné faim avec ton BK là. Julien, pourquoi tu parles de BK à 19h? C'est bon, Andy, voilà, c'est ton moment. C'est ton moment, voilà, on a fait énormément de tweets voilà, sur le sujet, on va dire, puisque l'histoire est quand même dingue, surtout, voilà, question de budget. Andy avait pas mal limité les tests, il n'avait pas roulé tout simplement depuis sa dernière course en F4 Italie en octobre. Contrairement à Bandarev, contrairement à voilà, tous les pilotes Prema, enfin je sais pas, Costoya, Aksoy, les pilotes qui ont fait la Formula Trophy aux Émirats Arabes Unis, qui ont pu découvrir le circuit, qui ont pu rouler en compétition sur ce circuit, et qui ont roulé voilà, en novembre-décembre à Yas Marina, Aksoy, Bondarev, etc. Il y a aussi tous les pilotes qui débutaient mais qui ont roulé en octobre, en novembre, en décembre, qui ont poncé les circuits. C'est le cas de Kenzo Craigie, c'est le cas de d'autres pilotes de chez RS. Andy, lui, n'avait pas touché à la F4 depuis octobre, depuis la F4 depuis la dernière course de F4 italienne. Et il débarque, pôle, victoire, double podium, triple meilleur tour.
Malheureusement, ça n'offre pas de points, c'est dommage. Voilà. J'aime vraiment pas le barème de points des championnats au Moyen-Orient. Il n'y a pas de points pour le meilleur tour, il n'y a pas de points pour la pole position, et il y a 25 points pour le vainqueur à grille inversée, ce qui représente pas la réalité des choses. Andy a triplé ses abos Twitter. Go faire de la F4 UAE pour devenir influenceur. Bah bientôt, Manu te contacte pour faire des campagnes de com, hein. Je pense que c'est la prochaine étape, hein, maintenant. Euh, mais voilà, ça a remis l'église un petit peu au centre du village. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu le critiquer, je pense, l'an dernier. Je pense à certaines personnes en particulier qui ont pu le critiquer, qui ne comprenaient pas pourquoi Mercedes avait recruté lui et pas un autre, etc. Bah écoutez, on a la réponse. On a la réponse. Très très gros week-end. J'ai envie de dire, enfin au-delà de la course 1, la course 3, les qualifications qui ont été vraiment très solides, où il prend sa deuxième pole position, Percy dénonce, je dénonce mais sans nommer, mais voilà, je pense s'il y a des gens qui tombent sur cet extrait, ils se sentiront un petit peu visés. Euh, voilà. Surtout, j'ai bien aimé la course 2 où il en a pas trop fait. Il en a pas trop fait et même en course 2, enfin voilà, quand Bondaref le passe un petit peu hors piste, il reste calme et il fait sa course et il marque les points. Puisque l'air de rien, il faut, même si voilà, ça reste très bien de faire une victoire, etc. C'est bien aussi de faire un grand championnat, de jouer le titre jusqu'au bout et de pas péter un plomb. Et voilà, même quand il y a un gars qui te passe hors piste, il faut rester dans la course. Et voilà, le championnat se gagne sur la durée et il faut pas péter un câble, on va dire. Après, voilà, je pense que peut-être la direction de course a argué que Andy avait peut-être poussé Bondaref en dehors de la piste, mais bon, normalement, ce genre d'action, c'est tu rends la place, c'était un dépassement hors piste, c'était un dépassement hors piste. Bref. Bref, on ne refait pas l'histoire, c'était quand même une belle septième place. On a vu des dépassements, Andy était devant à la corde, donc c'était son virage, normalement, selon les lois de la F1, mais bon, tout n'est pas parfait, bref, c'est sujet à interprétation, je pense. Mais voilà, une course pleine encore, un très bon départ aussi pour éviter le chaos au départ de la course 2, puisqu'il fallait l'éviter, le chaos au départ au premier virage. Et puis la course 1, il part troisième, dépassement clinique sur Cosma Christopher dès sa première tentative, qu'on avait commenté en direct. C'est top, c'est top. Et maintenant, il faut juste continuer comme ça. Vu qu'il est 22h20 aux Émirats Arabes Unis, il faut pas se coucher trop tard non plus. Il faut garder une hygiène de vie adéquate. Euh, et voilà, non, en vrai, c'est super. Il faut juste continuer comme ça. D'ailleurs, Andy, je pense que tu peux nous le confirmer si tu es toujours présent sur le live, mais ce week-end, on ne prend pas le circuit F1, on ne prend pas le même circuit que le week-end dernier, on prend le corkscrew, je sais pas le dire, le corkscrew, avec enfin, la version un petit peu raccourcie. Voilà, on prend la version un petit peu raccourcie. Donc, vous voyez le virage notamment où Verstappen fait son dépassement sur Hamilton en 2021. Désolé pour ceux à qui ça arrive avec des traumatismes, mais on ne va pas passer par ce virage. Justement, on va passer par une version un petit peu raccourcie du circuit. Pas sûr que ça change énormément de choses, même si l'an dernier, euh, je me rappelle en Formule Régionale Moyen-Orient, les performances entre le premier week-end et le deuxième week-end, on était passé par le corkscrew, étaient assez différentes. Ça avait profité à notre français Evan Gilter à l'époque, donc on verra si ça peut un petit peu bouleverser la hiérarchie. On verra bien en tout cas. Fun fact, il y a 6 tire-bouchons. Ouais, en fait, je sais pas du tout pourquoi ça s'appelle tire-bouchon, mais enfin, c'est le corkscrew. C'était pas là où l'an dernier, Théo Final a fait un sacré dépassement. Ah oui, c'est possible. Si, si, c'est possible. Je l'avais complètement oublié. Mais il y a moyen même qu'on l'ait commenté ce dépassement. Donc il y a moyen. Je suis plus sûr, mais c'est vrai que là, comme ça je me souviens d'un gros dépassement à ce niveau-là. Il a fait plein de sacrés dépassements. C'est vrai que Naël, c'est quand même l'une de ses qualités. Parmi les autres pilotes, évidemment, qui ont explosé, c'est notamment Émilie Coty, la pilote féminine. Alors évidemment, elle est bien aidée par le barème à grille inversé qui fait que sa quatrième, enfin, voilà, sa quatrième place au championnat est peut-être
est un peu trop haute. De façon plus objective, elle devrait être plus 7e, 8e du championnat. Euh, mais oui, voilà, sa P2, sa deuxième place sur la course à grille inversée gonfle un petit peu le résultat. Mais elle a quand même fait 5e de la course 3 ensuite, même si certains pilotes se sont auto-éliminés devant. Elle a constamment joué les points, même la course 1, elle est vraiment toute proche des points. Elle n'est pas là par hasard, alors oui, c'est sa deuxième saison. Oui, elle est quand même battue par Andy, qui est son coéquipier, par Kenzo Craigie aussi, mais c'est des performances solides. Euh, c'est des performances solides. Elle est jeune, elle a 16 ans, elle est née en 2009. Franchement, c'est intéressant comme courbe de progression. Elle connaît aussi les circuits parce qu'elle avait déjà roulé en F4 Emirati l'an passé. Ça s'était assez mal passé, elle n'avait marqué aucun point. D'ailleurs, petit mea culpa par rapport à ce que j'ai pu dire sur Twitter et ce que j'ai pu dire aussi enfin, sur Twitch, mais quelqu'un m'avait repris. Elle n'est pas du tout écossaise, elle est anglaise et même double nationalité néo-zélandaise. Donc elle n'est pas écossaise. Je ne sais pas où j'ai fumé et j'ai récupéré cette information. Voilà. Profil très intéressant. Elle ne va pas en F1 Academy. Elle évite la F1 Academy puisqu'elle a envie de se mesurer au meilleur. Et bah, on voit une grosse progression entre 2025 et 2026. Voilà, je ne peux pas vous vendre du rêve et vous dire que c'est elle la future pilote qui va aller en F1. C'est débile de raisonner comme ça. Mais c'est une très grosse progression par rapport à 2025. Et voilà, maintenant il faut continuer comme ça. Il faut pas que ça soit que le coup d'éclat d'un week-end. Il faut continuer comme ça sur les 3 autres week-ends à Yas Marina, à Dubaï et à Losail au Qatar. Donc voilà. Elle veut se confronter au meilleur. C'est pour ça qu'elle va dans la compète d'Andy Consani. Je pense que c'est ça. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est le raisonnement. C'est le raisonnement, ouais. Et sinon, alors, on pourra arguer que Émilie Cotier dans un top team, c'est un peu plus facile de performer dans un top team. Et bah du coup, j'avais envie de souligner la performance d'Alba Orup Larsen, petite révélation de la saison de F1 Academy l'an dernier, qui a marqué un point dans une Evans Grand Prix. Chapeau, franchement, chapeau. Alba Orup Larsen qui est aussi très jeune, 16 ans aussi. C'est 16 ans peut-être, peut-être 17 maintenant en fait, mais je crois 16 ans. Franchement, grosse performance. On rappelle jeune pilote Ferrari, elle représentera la Ferrari Driver Academy en F1 Academy et surtout elle bat ses coéquipiers. Non mais voilà, enfin, avec une Evans Grand Prix, c'est une grosse perf. Je vais pas dire, je sais pas, je vais pas dire que ça m'impressionne plus que Gaudi, mais c'est impressionnant. Et voilà, on avait pas mal de pilotes féminines. Euh, Pas mal de pilotes féminines engagées. Pour les autres, ça a été un petit peu plus compliqué. Je pense à Peyton Westcott chez Prema, qu'on n'a pas beaucoup vu, ou alors les rares fois où on l'a vu, c'était surtout dans le mur. Merci beaucoup, Kimi63 qui offre un sub à notre vainqueur français, Andy Consani. Ça commence bien. Merci beaucoup. Je croyais que, je croyais que tu lui avais déjà offert un sub, ou c'était peut-être un autre compte que tu avais offert. Bon, en tout cas, voilà, plusieurs pilotes féminines qui sont mises en évidence. Maintenant, il faut continuer ça sur les meetings suivants. Les tops, les flops. Parmi les tops, Kenzo Craigie. Kenzo Craigie, même si sa deuxième qualif est un petit peu ratée, mais c'est une deuxième qualif où il a pu être perturbé par un drapeau rouge. Moi, ce qui m'a choqué, surtout pour Kenzo Craigie, alors c'est un pilote qui a énormément de hype, beaucoup de hype depuis le karting. Il y a beaucoup de gens qui le suivent de très près. Moi, très honnêtement, à chaque fois que je regardais ses courses de karting, ça finissait mal et il s'accrochait avec quelqu'un et souvent c'était de sa faute, j'avais l'impression. Ou voilà. Et là, bah là, je commence à changer d'avis sur Kenzo Craigie et j'ai l'impression que ça devient, voilà, il a été vraiment propre. Il y a cette bataille complètement dingue qu'on a commentée sur la course 1 avec son coéquipier Elia Weiss où ils ont fait un demi-tour côte à côte. Ça se laissait de la place, c'était beau, c'était propre, c'était génial. C'était génial et Kenzo Craigie a remporté cette bataille face à un coéquipier plus expérimenté donc. Euh, voilà, un très beau week-end, un premier podium sur la course à grille inversée, mais pas que quoi, pas que. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire. Tant qu'il reste derrière Andy, il n'y a pas de souci. Voilà, faut juste que Andy le mette dans le rétro à chaque fois. Voilà, Kenzo, reste à ta place, c'est très bien. Tu continues comme ça. Voilà, Andy te met une petite pilule sur les qualifs, sur la course, il n'y a pas de souci. Exactement. Ah, non, mais enfin,
Voilà, c'est excellent. Et puis, c'est un petit peu la place où il doit être. Andy est un pilote expérimenté qui redouble, même si c'est sa première saison complète dans la Tatus en F4. Kenzo, c'est son premier week-end véritable en monoplace. Donc voilà, il faut que Andy le batte. Ils sont tous les deux dans l'académie Mercedes. Donc voilà, il faut. Voilà. Merci Natoon28 qui repartage son clip. Mais ouais, non, vraiment, c'était une bataille complètement folle entre Kenzo Kregi et Elia Weiss. Parmi les autres pilotes qu'on peut. Depuis que les poussages dans le sable sont plus pénalisés en F1 et autres, on avait oublié les belles batailles. Franchement, c'était très très beau. Ouais, ouais. Parmi les autres pilotes à souligner, Christian Costoya. Bon, alors par rapport aux attentes qu'on a d'un champion d'Europe de karting, ça reste décevant, mais Tomica Gender, top ou flop? Comment dire? J'avais limite oublié qu'il y avait 5. Attends, vous êtes combien? Qu'il y avait 5 RS engagés, donc on va pas forcément en parler. Euh, Christian Costoya, donc voilà, par rapport aux attentes qu'on peut avoir pour un champion d'Europe de karting qui est jeune pilote McLaren, etc., c'est décevant, mais il y a eu une belle progression sur tout le week-end. Belle progression sur tout le week-end, et au final, voilà, il aurait complètement mérité un podium en course 3. Pour des histoires de drapeau rouge mis au dernier moment, ça ne se fait pas et ça annule son dernier tour. Enfin, ça, voilà, c'est vraiment un petit peu dégueulasse. Et il aurait mérité ce premier podium. Mais c'est quand même des choses très positives. C'est quand même une montée en puissance très positive. Maintenant, à voir jusqu'où il peut monter et s'il peut confirmer ça sur les prochains meetings. David Cosma Christopher, bah écoutez, je l'attendais pas. En redoublant comme ça chez Prema, je ne l'attendais pas. Bah, il a quand même fait un bon meeting. Il aurait dû marquer plus de points s'il n'avait pas été sorti par Elia Weiss sur la course 3. Alors, bah, enfin, en plus, je fume complètement vu qu'au final, ce crash n'a pas été pris en compte. Mais il a reçu 10 secondes de pénalité pour d'autres incidents avant, donc il a fini hors des points, alors que son crash n'a pas été compté. Mais voilà, il a quand même fait un podium sur la course 1. C'est très loin, enfin, c'est bien mieux que ce qu'on avait vu sur la saison précédente. Évidemment, on est obligé de parler de Scott Lindblom, parce que oui, on parle de Bondaref, oui, on parle d'Andy, mais depuis les essais de pré-saison, Scott Lindblom fait clairement partie d'un top 3 avec Alexander Bondaref et Andy. Malheureusement pour lui, il a été disqualifié des qualifications pour infraction technique, je me rappelle même plus, une histoire de fond plat, je crois, je ne sais même plus. Mais en tout cas, voilà, il était disqualifié, donc il partait dernier des courses 1 et 3, et il a fait de splendides remontées. Il a réussi à accrocher quelques points, et voilà. C'est un jeune pilote Red Bull, pour une raison, donc il va être à surveiller sur les 3 prochains week-ends, et il va être à surveiller en F4 britannique chez Hightech ensuite. Mais clairement, je m'attends à ce qu'il y ait 3 candidats à la victoire, peut-être 3 candidats au titre. Maintenant, je sais pas, vu qu'il y a 4 meetings, t'en loupes un, ça met un gros désavantage pour le titre, donc je sais même pas, voilà, il reste 3 meetings. Est-ce que le désavantage qu'il a, est-ce que le retard qu'il a est déjà irrattrapable? Je sais pas. Parmi les flops, bon, bah, malheureusement, Elia Weiss, surprise des qualifications, il a fait un petit peu du grand n'importe quoi en course, notamment avec ce crash inutile, complètement inutile sur Cosma Christopher en course 3. Il s'est fait battre, malheureusement, lors de la bataille avec Kenzo Kregi, son coéquipier en course 1. Et Al Paksoy et Adam Alazari, en connaissant les circuits, je m'attendais à ce qu'ils fassent beaucoup mieux que ça. Donc voilà, je suis un petit peu resté sur ma faim quand même. La formule régionale Océanie. On ferme le chapitre UAE 4. On passe à la formule régionale Océanie qui est déjà à la mi-saison. Après, Axoy s'est fait sortir en course 3. Oui. Oui, mais même, enfin, je veux dire, au-delà de ça, je veux dire, vu qu'il avait été champion de Formula Trophy, qu'il y avait des essais d'après-saison très 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 intéressants, et qui connaissait les circuits, il connaissait la voiture, je crois que je l'avais mis dans mes gros favoris, dans mes favoris à 5 étoiles pour le titre.
Bah, il est un ton en dessous. Il est même 2 tons en dessous du groupe Mondarev Konsani, j'ai envie de dire Lindblom aussi. La Formule Régionale Océanie, meilleur championnat du monde, j'ai envie de dire. Pourtant, il n'y a pas de Français, ça me dégoûte qu'il n'y ait pas de Français engagés, mais purée, qu'est-ce qu'on s'éclate dans ce championnat. Euh, Rovan Pera qui passe de 18e à 15e, plus que 4 rounds et il sera sur le podium. Ouais, bah s'il passe de 18e à 15e, on va dire qu'il passe à la 12e place et il finit dans le top 10 à la fin du championnat du coup. Non mais vraiment, championnat de fou furieux, il y a un spectacle, il y a des dépassements, c'est serré, hein, c'est génial, c'est sur des circuits à l'ancienne, et pourtant ça arrive à dépasser quand même, c'est juste génial, j'adore ce championnat. Hugo Chukwu est toujours en tête du championnat, avec deux nouveaux podiums supplémentaires dans son escarcelle, mais ce n'est pas lui qui a dominé le week-end. Ganatoli, lui, est passé un petit peu à côté de son week-end, mais personne n'en a vraiment profité, du coup il est deuxième au championnat. Louis Sharp a été très régulier, mais jamais vraiment dans le coup pour la victoire. Et il est troisième devant Jin Nakamura qui a été un petit peu transparent comparé au week-end précédent, mais surtout celui qui a dominé ce week-end, c'est Ryan Wood, pilote de Supercars, donc du V8, alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais du V8 Supercars, le championnat de GT, c'est pas vraiment du GT, de NASCAR australienne, non, c'est entre GT, entre NASCAR australienne, je sais pas exactement comment décrire ça. C'est ses premiers week-ends en monoplace. Et bah, à 22 ans, il nous fait une performance complètement dingue. Et évidemment, il est l'un des rares à connaître les circuits de néo-zélandais. C'est exceptionnel ce qu'il a fait le week-end dernier à Taupo. Double victoire, et notamment la victoire sur la course 4, la course prestigieuse, le Denny Hulme Memorial Trophy. Freddy Slater, pendant ce temps-là, est sixième. Il a perdu quelques places au classement avec une course 4 cataclysmique. On a Zach Scoulard qui a encore remporté une course. Ce gars reste un mystère. Mais toujours aussi à l'aise en Nouvelle-Zélande. On a Rivera, James Wharton qui ne sera pas présent ce week-end parce qu'il se concentre sur les tests privés en F3. Allaher, Johan Pukui, Evan David, Sebastian Manson, Sean McLaughlin. Il y a eu un petit peu de mieux sur la dernière course, mais au final, il a eu une pénalité, donc bon, ça se retourne un petit peu contre lui. Kalle Rovanperä qui passe à la 15e place. Jack Taylor 16e qui a fait une pole position de fou furieux. Personne ne remplace Wharton, non. Il y aura 18 voitures, ce week-end seulement. Mais écoutez, il n'y a pas forcément besoin de plus pour faire un très beau championnat. Et ensuite, voilà, les trois cancres, un petit peu au fond de la classe, Shipman, Batista, Latourette. Voilà, Ryan Wood, vraiment exceptionnel. C'est la très belle découverte du championnat. Gros plus pour l'Océanie, c'est que la Real montre bien les activations du push to pass. Ouais, non, la Real est top, sauf en qualif, mais bon, je les excuse, c'est pas le plus important. Mais en course, vraiment, ils montent les batailles, les commentateurs, ils sont au taquet, généralement. C'est pas parfait non plus, mais ils sont vraiment au taquet, ils s'y connaissent. Et puis la Real est top, et t'as pas des caméras à 144 pixels comme on a aux Émirats Arabes Unis. Ils suivent les batailles, ils sont dedans, quoi. Enfin, il y a des caméras un petit peu partout, et c'est top, ouais, retransmission géniale de ce championnat. Et puis voilà, t'as des surprises comme Ryan Wood qui fait une double victoire et qui remporte le Denny Hulme Memorial Trophy. Il serait bien plus haut au classement si par exemple il n'avait pas été sorti lors de la course 4 du week-end, du premier week-end. Euh, Peut-être qu'il peut jouer le titre. Ryan Wood, il est cinquième au championnat, il est pas loin. Et comme on l'a vu, Hugo Chukwu est faillible. Il avait fait un premier week-end étincelant en Nouvelle-Zélande. Et le deuxième week-end, un petit peu un ton en dessous. Et surtout, il a eu une grosse erreur en course 3 où il a fait une sortie qui n'a pas été montrée par la réalisation mais qui a été évoquée par les commentateurs. Donc voilà, Hugo Gochukwu nous fait toujours du Hugo Gochukwu, il reste quand même faillible, il reste des erreurs. Comme souvent, j'ai envie de dire avec Hugo Chukwu, maintenant il reste quand même en tête du championnat parce qu'il a fait 7 autres courses très très bonnes. Voilà, Sharp est régulier, Kanatoli et Jin Nakamura, qui ont été les très belles surprises du premier meeting, sont rentrés dans le rang. Et Freddy Slater passe quand même encore à côté. Il fait un double podium, certes, mais dans le rythme pur, il n'y est pas vraiment. Et surtout, il y a une course 4 cauchemardesque où il se sort deux fois.
il est pas dedans. Il est pas dedans et c'est difficile de le voir jouer le titre. Maintenant, encore une fois, le barème de la Formule régionale Océanie fait que les écarts restent serrés et que c'est surtout les abandons qui sont le plus pénalisés. Mais va très vite falloir se réveiller. Mathématiquement, en fait, Ugo Chukwu est même titrable dès ce week-end. Ouais, Freddy Slater en tant que redoublant, ouais, ça fait bien rire hein, quand on sait ce que son petit frère Alfie Slater pouvait dire euh, sur le fait d'être pilote redoublant, en critiquant Evan Gilter face à son grand frère Freddy. Mais bon, bref, passons. Euh, voilà, il est dans le dur pour le moment. Les tops, bon bah écoutez, c'est ce que j'ai évoqué, hein, le championnat, le spectacle, les batailles, les dépassements, le push-to-pass, bref, tout ce qu'on ne voit pas en Formule régionale Moyen-Orient. Un petit mot sur Jack Taylor, 16 ans, 17 ans, 17 ans, pilote issu du GB4, qui a 2 victoires en GB4, qui nous a sorti une performance phénoménale sous la pluie, enfin, en battant 9 pilotes de F3. Ouais, phénoménal sous la pluie. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de miracle en course, mais il a quand même bien résisté. Il finissait quatrième, malheureusement, des pénalités qui le font tomber à la 11e place, mais il a fait une très belle course quand même, Jack Taylor. Et voilà, sous la pluie, il a été exceptionnel. Franchement, c'est l'une des performances les plus dingues sous la pluie depuis, je sais pas, Ben Viscal, je dirais. Peut-être vous avez tous oublié qui était Ben Viscal, mais voilà, en 2020 en F3, je crois qu'il nous fait une performance similaire sous la pluie en Hongrie, je crois. Ça m'a fait penser à ça, sauf que Viscal avait un peu plus tenu en course, mais ouais, complètement dingue, complètement dingue. Ouais, Hongrie 2020, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un week-end noir aussi pour Fionn McLaughlin et Calero Van Perai. Il y a un petit peu de mieux sur la course 4, mais McLaughlin qui se prend une pénalité, donc il tombe sur sa seule bonne course de ce début de saison. Calero Van Perai, le double champion du monde des rallyes, il y a du mieux, il y a 2 top 10, mais c'est des top 10 parce que beaucoup de pilotes rentrent au stand, parce que beaucoup de pilotes se sont sortis, etc. En rythme pur, j'ai pas vu franchement de progression par rapport au premier week-end. Et Ernesto Rivera, bah, j'en attends beaucoup plus de lui. J'en attends beaucoup plus de lui, donc je reste sur ma faim. En plus de ces 3 championnats qui auront lieu, ceux de la Formule régionale Moyen-Orient, de l'UAE4, de l'Océanie, il y a aussi la saison européenne qui démarre ce week-end avec la Formula Winter Series. Euh, il y a 33 voitures engagées ce week-end sur le circuit d'Estoril au Portugal. On va passer assez vite sur ce championnat. Il n'y a pas forcément de Français engagés. Il y a des pilotes très intéressants engagés, notamment 2 pépites, 2 pilotes en tout cas catalogués comme pépites. McLaughlin et Rivera vont se faire manger par Colnaghi en F3. Très honnêtement, alors McLaughlin, je pense oui, surtout qu'il n'est pas prêt pour moi pour passer en F3. Rivera, bah, va falloir qu'il se réveille. Maintenant, Rivera, il est chez Campos, et Campos, ça reste l'équipe dominante ou avec Trident, alors que Colnaghi sera chez MP. Donc, pour pondérer un petit peu le commentaire de Francis Fromage, je pense que quand même Rivera aura un avantage dans la voiture, enfin avec la voiture, avec l'équipe. Mais en termes de talent pur, c'est vrai que Colnaghi semble avoir, enfin, a montré plus de choses pour le moment, et voilà, après, ça veut pas tout dire, un championnat hivernal, certains sont un petit peu moins dedans, et c'est peut-être le cas de Rivera, on ne sait pas. Bref, la Formula Winter Series, il y a 2 pépites présentes. Dries Van Langendonk, pilote McLaren, pilote chez Rodin, qui est pour moi le gigantesque favori numéro 1. Il y aurait un autre favori qu'on pourrait mettre, c'est Rocco Coronel, mais sauf que Rocco Coronel fait une saison partielle, il ne fait que les 3 premiers meetings, comme on l'a annoncé un petit peu plus tôt. Il roulera chez Van Amersfoort là ce week-end. Et en fait, dès que la saison de F4 espagnole, qui reste son programme principal, va démarrer, il va partir en F4 espagnol. La F4 espagnole a un championnat hivernal dédié, l'Eurocup 4 Spanish Winter Championship, et il va partir dans ce championnat fin février. Et donc du coup, bah voilà, il ne va pas il va pas finir ce championnat-là, mais il restera un gros prétendant à la victoire. Donc Van Langendonk, pilote belge, Rocco Coronel, pilote néerlandais, mais c'est les 2 grosses pépites à suivre ce week-end. Parmi les outsiders, d'autres pilotes intéressants, style Harry Bansal, style Noah Kilian, style Thomas Berman aussi qui redouble. Il y a d'autres pilotes que je connais moins, mais qui peuvent
créer la surprise. Je pense à du Ludovico Busso qui a été intéressant pour une toute petite équipe, Viola Formula Racing, quelque chose comme ça, qui passe dans une très bonne équipe avec US Racing, Ariane Kreling, Roman Kamyab, même Alfie Slater, Abdullah Kamel, c'est des pilotes qui peuvent avoir quelque chose, mais bon, je les connais moins, donc je me prononce pas trop. Chez les féminines, il y a 5 féminines qui sont engagées, avec notamment Kira Bettig, la jeune pilote de Red Bull. On a aussi Alicia Palmowski, Rafaela Ferreira, deux pilotes qu'on retrouvera en F1 Academy, engagés chez Red Bull avec Campos. Ginevra Panzeri, pilote italienne qui débute avec AS Motorsport, Mathilda Patz qu'on retrouvera sous les couleurs Aston Martin en F1 Academy et qui sera chez Prema. Mais vous voyez, il y a quand même une petite grille assez sympa, mais voilà, pour moi ça va surtout se résumer à Van Langendonk et Coronel. Aussi un petit mot sur le karting qui démarre. Alors certes, Andrea Kimi Antonelli a fait les essais de pré-saison, mais non, il ne roulera pas ce week-end. La WSK, qu'est-ce que c'est? C'est le plus gros promoteur de championnats internationaux du karting. C'est simple. Tout en haut de la hiérarchie des championnats de karting, il y a les championnats FIA, puis ensuite il y a les championnats de la WSK. Les championnats FIA, c'est les championnats d'Europe, championnats du monde. Et il y a aussi voilà, les championnats de la WSK, et ça commence dès ce week-end à La Conca en Italie. Donc voilà, côté français, on va surveiller le début de saison de pas mal de certains gros talents qu'on suit, qui pourraient bientôt passer en F4, peut-être dès 2027, même probablement dès 2027. Je pense à Thomas Pradier, qui est un 2010. Je pense à Gabriel Canal, le fils de Julien Canal, qui est un 2011 champion de France national en titre. Les deux pilotes auront les couleurs Tony Kart. On a Lucas Selle, proche de chez Red Bull, managé par The Grid, l'agence de management de Gasly, de Hadjar, de Giusti, de Deligny, d'Andrea Dupé, de Louis Cochet, côté français également. Donc Lucas Selle qui aura les couleurs de la Victory Lane de la famille de Victor Martins, Jimmy Elias qui fait son retour, ancien espoir qui n'est au final jamais passé en F4 et qui a déjà 17-10, qui est dans l'année de ses 18 ans. Je le mets là parce qu'on l'a évoqué un temps pour aller en F4 et au final ça ne s'est jamais fait. En Oka Junior, dans la catégorie des 12-14 ans, on a Mani Nuvolini, jeune pilote Mercedes que Andy Consani doit bien connaître. On a Stan Ratajski aussi, gros pilote qui a beaucoup de victoires dans la catégorie mini et qui passe à la catégorie supérieure cette année. Voilà, on a d'autres pilotes, Zagsu, on a Samuel Hugon qui avait remporté une course en championnat d'Europe l'an passé à la surprise générale et qui doit passer un cap en termes de régularité surtout chez CRG en Oka Junior. Et dans la catégorie mini, vous le connaissez peut-être, car les médias généralistes en parlent beaucoup, Amine Pantoli fait ses débuts à l'international dans des gros championnats. Amine Pantoli, voilà, qu'on a vu dans plein de reportages à un âge très jeune, qui n'était pas forcément justifié, mais de plus en plus, il commence à avoir des petites perfs intéressantes. Il a fait notamment troisième sur la dernière manche des National Series of Karting, des NSK, en France. Même il a fait un podium à l'international en catégorie U10. Il y a des petites choses intéressantes, et là, Amine Pantoli défendra les couleurs de l'équipe française Sodicart en catégorie mini. Bah, voyons ce que ça peut faire. Voyons ce que ça peut faire. Le SWS, c'est le championnat hivernal de quoi? Alors, non, là, je sais que c'est compliqué, mais justement, la vidéo YouTube que j'ai fait sur les formules de promotion en 2026 récapitule bien ça. La Formula Winter Series, c'est un championnat hivernal indépendant. Point. Organisé par des Allemands, mais organisé par des Allemands en Espagne et en Portugal, et au Portugal. Et sinon, à côté de ça, il y a l'Eurocup 4 Spanish Winter Championship, qui est le championnat hivernal de la F4 espagnole, et qui est organisé par la F4 espagnole, et avec toutes les équipes, tous les pilotes de F4 espagnole globalement. En Formula Winter Series, on retrouve les équipes qui ne sont pas engagées dans les autres championnats hivernaux. Donc ça veut dire que Prema, Air-Race, bah, on ne les retrouve pas vu qu'ils sont engagés aux Émirats Arabes Unis. Les équipes style MP, Motorsport, on ne les retrouve pas puisqu'elle est engagée en F4 espagnol hivernal. Donc voilà, ça regroupe d'autres équipes
style Rodin en F4 britannique, style US Racing en F4 italienne. Bref, voilà, les équipes qui ne sont pas présentes dans les autres championnats hivernaux. Content pour Pantolic, ça marche, ça fait si longtemps que ça le promeut, c'est cool que ça soit arrivé à de vrais résultats. Alors après, il avait des vrais problèmes, il n'avait pas des problèmes de budget, Pantoli. Tous les pilotes de kart ont plus ou moins des problèmes de budget, on va pas se le cacher. Maintenant, il a eu des nouveaux sponsors et voilà, et surtout il a un contrat avec Saudi Kart et c'est un contrat assez intéressant. Assez intéressant. Normalement, c'est pour faire la saison entière, donc c'est plutôt rassurant pour lui. Maintenant, encore une fois, c'est un pilote très très jeune. Il a 10 ans. Et, voilà, enfin, énormément de médias généralistes se sont enflammés pour lui à l'âge de quoi 6 ans, 7 ans, ce qui est complètement ridicule à cet âge-là, puisqu'il n'y a aucune grosse compétition. Donc c'est voilà, c'est un petit peu démesuré. Maintenant, on commence à arriver sur des premières vraies grosses compétitions. Et voilà. Donc ça va être intéressant. Mais voilà, génération 2015. 2015, voilà, pour le moment, il y a des pilotes. Alors, côté français, j'avoue que Génération 2015, c'est très dur de se positionner. Oui, il fait partie des pilotes très intéressants, des pilotes français les plus intéressants de la Génération 2015, mais il y en a certains qui débutent le karting à cet âge-là, voire même qui débuteront le karting dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, plus on commence jeune, mieux c'est généralement, mais voilà, c'est un âge si jeune, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Mais il y a énormément de pression et d'attente médiatique au jour de lui. Lui, il faut qu'il se concentre sur rouler, quoi. Tu sais s'il est possible de récupérer n'importe quelle télémétrie ou data des courses de F2? Ça m'étonnerait, hein. Très honnêtement, ça m'étonnerait. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais ça m'étonnerait. Hugon, il a un rapport avec Laurent, le pilote d'essai Alpine GT. Alors, je sais qu'il y a pas mal de pilotes de cartes français qui ont des rapports avec des pilotes professionnels. Bah, non, c'est Urgon. Bon, bah d'accord, bah, du coup, c'est pas ça. Mais par exemple, Matteo Rival, je crois que c'est le neveu d'un ancien pilote de rallye. Je me rappelle plus son nom, peut-être Julien. C'est peut-être son père, ça. Louis Cochet, c'est le neveu de Jonathan Cochet. Il y a Gabriel Canal, forcément, c'est le fils de Julien Canal, pilote qu'on a vu aux 24 heures du Mans pendant des années. Puis il y a plein d'autres choses. Théo Polican, c'est le fils de Jérôme Polican en GT, directeur d'Acodis, ASP. Voilà, il y a plein de petits exemples comme ça, et voilà. Et donc, vous avez tous les horaires de ce week-end. Enfin, je veux dire, regardez, enfin, voilà, on est reparti, 2026 redémarre, c'est beau. Voilà, la page des horaires est complète. Ça commence même dès ce soir avec, si vous êtes vraiment en manque parce que vous n'avez pas vu de course depuis dimanche, il y a les essais privés de Formule Régionale Océanie. Mais sinon, les premières choses intéressantes vont arriver vendredi soir à 21h54 avec les qualifications de Formule Régionale Océanie. Côté français, évidemment, pour ceux qui veulent suivre en priorité les performances d'Andy Consani, c'est à 6h du matin. Oui, il va falloir être matinal. C'est à 6h du matin les qualifications du AE4 avec la première course à 10h30. Attendez, je l'ai fait sortir en gras pour que ça soit un petit peu plus simple. Hop, comme ça. 6h, 10h30 du matin. Il y aura aussi le dimanche à 6h45 la course 2 à grille inversée et 11h15 la course 3. Je pense qu'on diffusera la course 3 sur Twitch dimanche matin à 11h15. Selon, selon comment ça se passe en Formule Régionale Moyen-Orient, peut-être qu'on fera un live juste après. Enfin, peut-être qu'on continuera le live jusque-là, mais pour être très honnête, au vu du spectacle qu'on a vu sur la course qu'on avait diffusée la dernière fois, je ne pense pas qu'on diffusera, à moins qu'il y ait vraiment nos Français qui jouent quelque chose de dingue. Mais je ne pense pas qu'on la diffusera, donc je pense qu'on va juste se limiter à la course 3 du AE. Puis vous voyez, voilà, il y a aussi l'Océanie, il y a aussi la Formula Winter Series. J'ai aussi rajouté les finales où il y avait notamment nos plus gros talents français engagés en karting. Et voilà. Est-ce que tu as parlé d'Esteban Masson, futur vainqueur des 24 heures de Daytona? C'est tout ce que je lui souhaite. C'est tout ce que je lui souhaite. Non, on a pas mal parlé de l'endurance avec Dorian Pain, même si elle n'a toujours pas annoncé de programme en endurance. Mais non, là ça sort de mon domaine de spécialité, donc je m'arrête là. Déjà là, voilà, vous avez tous les horaires.
un petit point sur l'actualité bien chargé. On est en janvier, mais voilà, le monde des formules de promotion euh, tourne à plein régime et c'est ça qui est beau. On a eu une mini période d'hibernation pendant quoi, 3 semaines, de mi-décembre à début janvier, et puis là, bah, c'est reparti. On a cinq championnats en comptant le karting qui sont là, et ça, c'est très beau. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux dans le chat, merci beaucoup à Andy d'être passé sur le live. On lui souhaite évidemment tout le meilleur pour ce week-end, en espérant peut-être une nouvelle Marseillaise, peut-être une nouvelle victoire, peut-être un nouveau message d'Emmanuel Macron qui se sera rendu compte qu'il peut faire plaisir à certains de ses fans. Voilà, en supprimant la 4e année d'internat de médecine générale, notamment, je dis ça, je dis rien. Et ou en ramenant le Grand Prix de France, évidemment, on prend, en ramenant le Grand Prix de Pau aussi pendant qu'on y est, tiens. Voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur le live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Voilà, on se retrouve probablement dimanche pour un live sur l'UAE4 en espérant tout le meilleur pour Andy. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end de course. Bye bye.